Effectivement, je vois que tout le monde est touché par la pénurie, donc voilà, donc je remercie les organisateurs de m'avoir invité à vous présenter la gestion chirurgicale des luxations et subluxations d'implants cristalliniens. Donc c'est une situation à laquelle on est fréquemment rencontré dans notre activité chirurgicale. Les principales causes, donc la plus fréquente, c'est la pseudoexfoliation capsulaire, avec une distension de la zonule qui entraîne une subluxation ou une luxation complète de l'implant dans le sac. On observe aussi fréquemment des luxations traumatiques du cristallin, notamment chez les sujets âgés qui font des chutes et qui vont donc luxer également l'implant dans le sac. On voit moins fréquemment maintenant des complications péri- ou post-opératoires avec les ruptures de la capsule postérieure du cristallin lors de la chirurgie de cataracte. Le bilan préopératoire, il comprendra d'abord une analyse du segment antérieur. On analysera l'état de la cornée, s'il existe un plan capsulaire antérieur en cas de rupture capsulaire, l'état de l'iris, le type d'implant luxé et s'il existe un anneau de tension capsulaire. On effectuera également un examen du fond d'œil dilaté, un OCT, afin de rechercher des pathologies associées qui peuvent être prises en charge dans le même temps opératoire, comme la présence d'une membrane épirétinienne ou de déchirure rétinienne ou parfois de décollement de rétine. Enfin, on fera une biométrie afin de calculer l'implant que l'on mettra en cas d'extraction nécessaire de l'implant et d'implantation secondaire qui peut être faite soit dans le sulcus, soit en fixation aérienne, en fonction des conditions de l'état de l'œil. Le choix de la technique opératoire dépendra bien sûr de l'existence d'un plan capsulaire antérieur suffisant, auquel cas on peut mettre un implant dans le sulcus. Si l'implant est luxé dans le sac, alors soit il s'agit d'un implant 3 pièces qui est subluxé ou luxé qui peut être refixé à la sclère, soit c'est un implant monobloc en acrylique qui, dans ces cas-là, mon choix s'oriente plutôt vers les artisans clippés à la face postérieure de l'iris. Voilà, donc là, la première vidéo, il s'agissait d'un patient de 75 ans qui a été opéré de cataracte avec une rupture probablement de la capsule antérieure qui a filé au niveau du rhexis postérieur lors de l'implantation et qui a entraîné une luxation de l'implant navette que l'on voit déposer sur la rétine. Donc après la mise en place d'une vitrectomie 3 voies, on réalise une vitrectomie centrale élargie. L'implant est aspiré à la back flush, ce qui permet de ne pas traumatiser la rétine en prenant l'implant avec une pince. Et ensuite, l'aspiration passive à la back flush, l'implant est maintenu par la pince au niveau de la main gauche. On fait une incision cornéenne. On injecte du visqueux en chambre antérieure pour protéger l'endothélium cornéen et on luxe délicatement l'implant en avant de l'iris pour ensuite pouvoir le retirer. L'implant est sectionné. Donc là, j'élargis l'incision cornéenne pour pouvoir le retirer aisément. L'implant est coupé de façon à ce que l'incision cornéenne soit de petite taille et peu astigmatogène. Et ensuite, l'implant donc, est retiré à la pince. Donc là, le patient est en myosis assez serré. Ça arrive fréquemment dès qu'on commence à titiller l'iris. Donc là, j'examine l'état du plan capsulaire antérieur qui me paraît relativement correct, hormis dans le cadran temporal inférieur. Et là, je décide donc de mettre un implant dans le sulcus. Et comme je suis quand même pas très joueuse, afin d'assurer la pérennité de la stabilité de l'implant, je vais le suturer à la sclère en temporal. Donc la dilatation est insuffisante. Je mets en place un anneau de Malwigin, qui est parfois une aide précieuse au cours des chirurgies, et qui sera retiré ensuite une fois que le geste sera terminé. Voilà, donc il est inséré progressivement au niveau de l'iris et il permet une dilatation suffisante. L'implant 3 pièces est plié, donc on insère bien la patte entre l'iris et le plan capsulaire antérieur. Et ensuite, la deuxième patte est glissée à l'aide du crochet de Lester dans le sulcus. Voilà, donc à cette étape-là, l'implant paraît bien centré, mais comme le plan capsulaire est quand même très très limite en inférieur, je désinsère la conjonctive, je fais un petit volet épiscléral pour pouvoir mettre un point qui va suturer l'aptique temporale à la paroi sclérale. Donc j'insère une petite aiguille guide à 2 mm du limbe. Cette aiguille va être positionnée, la première aiguille au-dessus de l'aptique.
Et ensuite, c'est une aiguille, c'est un Prolène 10-0 doublement serti. La seconde aiguille, le trocar guide va être passé au-dessus de l'aptique cette fois-ci pour pouvoir harponner la patte de l'implant qui va donc être fixée à l'as clair. Voilà, on vérifie par attention que l'aptique soit bien au niveau du point. Ensuite, on suture le point. Je vais peut-être passer parce que c'est un peu long. Ensuite, on fait une petite suture du volet épiscléral de la conjonctive. Voilà, on retire l'anneau de l'iris. L'anneau est aspiré comme il a été inséré. Donc une suture de la cornée par 2 points. Parfois on arrive à en mettre qu'un. Voilà, le retrait des trocars. On termine l'intervention en injectant de la céfuroxime, parce que vu les manipulations, ça ne peut pas faire de mal. Voilà, donc ce deuxième patient, c'était également, dans ce cas-là, c'est un patient qui avait une luxation d'un implant acrylique dans le sac en raison d'une pseudo-exfoliation capsulaire. Donc, de la même façon, l'implant est remonté en chambre antérieure, coupé en partie pour être retiré facilement par l'incision cornéenne. Donc là, on n'a plus de plan capsulaire du tout et on décide la mise en place d'un implant à fixation aérienne. Il sera positionné en arrière de l'iris. Donc l'incision cornéenne est élargie. Je fais dans tous les cas une iridectomie périphérique au ciseau, mais elle peut être faite aussi au vitréotome. On injecte du visqueux en chambre antérieure également pour protéger l'endothélium cornéen du fait des manipulations assez conséquentes en chambre antérieure. Avant l'incision cornéenne, j'avais réalisé 2 petites incisions cornéennes à 3h et 9h pour pouvoir insérer l'iris dans les petites pinces que possède l'implant artisan. Donc l'artisan est positionné et glissé en arrière de l'iris et avec un micromanipulateur, on insère l'iris dans le crochet pour qu'il soit bien fixé à l'iris. Voilà, donc là, ça fait un bon pli. Je fais la même procédure en nasal. Voilà, donc on s'assure que l'iris soit bien, que l'implant soit bien clippé à l'iris par des petites manipulations. Et ensuite, on peut suturer la cornée. Donc c'est plus astigmatogène, il y a plus de points. Et c'est une façon de corriger la phakie qui se fait assez fréquemment. Voilà. Après, en cas de subluxation, on est un peu dans la même configuration. Là, ce patient, il avait une pseudo-exfoliation capsulaire avec un implant décentré vers le bas. Il avait eu un anneau de tension capsulaire du fait de sa PEC. Donc là, c'est pareil. On peut, à l'aide de points, refixer l'anneau de tension à l'as clair. Donc là, j'avais déjà fixé l'implant à 3h, 9h, mais je pense que je n'avais pas bien centré les sutures, donc il reste décentré vers le bas. Je positionne un 3e point en supérieur pour pouvoir le centrer vers le haut. Donc là, je pense qu'il ne devrait plus bouger avec 3 points. Voilà. Donc en conclusion, ce sont des techniques efficaces. Le choix de l'une ou de l'autre dépend des conditions pré- et péropératoires, avec les avantages et les inconvénients des 2 techniques. La suture des implants à l'as clair permet une restauration visuelle assez rapide. Il y a moins d'astigmatisme induit. Il y a cependant une tendance à la myopisation, d'environ moins 0,8 à moins 1 dioptrie. L'implant clippé à l'iris est possible dans beaucoup de circonstances, sauf en cas d'altération irienne importante, mais il nécessite la gestion de l'astigmatisme et de l'ablation des points en post-opératoire. Voilà, je vous remercie de votre attention.